nous retrouvons ici entre anticapitalistes à sensibilité d'origine verte et à sensibilité d'origine rouge, mais avec le même objectif, dépasser, détruire le système qui a tant d'effets négatifs. La question est comment faire. Il y a des gens qui se posent la question depuis 150 ans. Il y a eu la voie qu'on a pu appeler révolutionnaire, ou en s'appuyant sur la force notamment du mouvement ouvrier, de la classe ouvrière, certains ont souhaité prendre le pouvoir et établir un système alternatif. Ça a marché pendant quelques décennies dans certains endroits de la planète, mais ça n'a pas bien continué, ça ne s'est pas bien terminé. Et donc même quand ça a marché, il y avait de nombreuses critiques sur les logiques internes à ce système qui produisaient parfois, notamment au niveau environnemental et au niveau de conditions de vie des travailleurs, des nuisances quasiment égales à celles qu'on vivait dans le système capitaliste. C'est une voie que certains défendent encore, mais ils sont de plus en plus minoritaires. Par rapport à ceux-là, d'autres ont dit on va essayer de faire un compromis avec le capital, et depuis 1935 aux États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale en Europe, la voie social-démocrate ou chrétienne-démocrate s'est développée, où certains essayaient effectivement de faire un compromis. Et pendant ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, ça a plus ou moins marché, avec des avancées quantitatives sur le plan du développement économique qui ont permis de partager plus ou moins également les avancées sociétale, avec une part pour les travailleurs et une part pour le capital. Mais depuis la révolution néoconservatrice qui a commencé fin des années 70, début des années 80, on constate que année après année, décennie après décennie, les acquis sociaux, que moi je préfère appeler conquis sociaux, ont été peu à peu grignotés, et on le voit encore aujourd'hui dans la plupart des pays européens. Des lois qui passent grâce à des gouvernements très à droite détruisent le régime social-démocrate. Et donc, face à ces impasses, à ces demi-victoires ou ces défaites, certains imaginent aujourd'hui une autre manière de lutter et de se battre. Et cela passe par des combats décentralisés, avec la grande théorie, c'est changer le monde sans prendre le pouvoir, où effectivement toute une série de personnes, encore très minoritaires, essayent de créer à côté. Dire, bon, on s'oppose, on ne pense pas que la politique n'a pas d'importance, ce serait mieux qu'on ait des politiques un peu plus proches de nos idées, mais ce n'est pas le cas. Et donc nous, en attendant, on va créer de notre côté. Miguel Benassayag a été le premier sans doute à diffuser ce slogan « Créer, c'est résister », en créant des alternatives quelque part, on lutte contre le système. Et au moins, on n'est pas complice, ce qui est une satisfaction, et au moins, on constate aussi, les gens qui s'engagent là-dedans ont parfois des vies et des satisfactions individuelles plus grandes que ceux qui continuent dans la logique du métro boulot dodo qu'on impose un peu à tout le monde. Mais c'est ultra minoritaire, et la question qui se pose aujourd'hui, et que nous allons nous poser collectivement, c'est est-ce que ces manières de faire troisième, moi j'ai appelé ça dans un article troisième sentier, parce que le mot troisième voie a été dévalorisé par Blair et d'autres, et donc est-ce qu'il y a une troisième manière, qui n'est pas la révolution assez rapide et brutale, qui n'est pas la réforme social-démocrate, mais de créer à côté. Alors il y a différentes manières encore de faire ce local. Il y a des gens qui disent, bon, au niveau national, fédéral, européen, la mainmise des médias, notamment par les pouvoirs dominants, est telle que ça ne change pas très vite. On voit que élection après élection, ce ne sont pas les forces progressistes de gauche qui l'emportent. Mais parfois, on constate qu'à certains niveaux de municipalités, de villes, des pouvoirs, des majorités alternatives se mettent en place et développent des politiques différentes. Et donc, les gens qui sont proches de nous
vont voir ce qui se passe à Saillant de temps en temps, vont voir ce qui se passe à Barcelone, rêvent de ce qui s'est passé à Ungersheim, à Beckrich ou à Amer par hasard, a une sensibilité différente et développe des politiques sociales et environnementales. Donc ça, c'est une voie en disant on va se centrer sur le local, le municipalisme, mais par la voie traditionnelle des élections, en présentant des listes, en essayant de gagner, mais en travaillant aussi, pas uniquement dans une élite politique ou politicienne, mais avec des citoyens qui s'auto-organisent. Et donc cette auto-organisation, qu'est-ce que c'est ? Une chose dont on parle beaucoup, c'est la logique des villes et villages en transition. Vous savez sans doute, c'est né en Angleterre, à Totnes, avec Rob Hopkins, qui a dit ça ne va plus durer longtemps, le pétrole ça va s'épuiser, le changement climatique est là et on va avoir des événements graves. Donc préparons-nous en attendant. Et donc la logique des villes et villages en transition, c'est globalisé en Europe, de par le monde, et c'est une manière effectivement de résister, qui n'est pas spécialement anticapitaliste, mais qui pourrait l'être, où toute une série de personnes créent et s'autonomisent de manière collective quand même. Tout seul, ça n'est pas possible. Et souvent, quand on essaie d'être autonome, c'est par le voie de l'agriculture. C'est le plus facile de développer une activité agricole qui permet d'être autonome. Et en s'alliant avec des circuits de distribution courts, il y a là toute une série de choses qui partent, et puis d'autres initiatives un peu semblables, de petites activités décentralisées, locales, beaucoup plus démocratiques que les habituelles. Donc ça, c'est la logique des villes et villages en transition dont on pourra parler. À un niveau plus global, plus théorique, on a aussi ce qu'a mis à théoriser un jour Murray Bookchin, un écologiste radical américain qui a d'abord été marxiste-léniniste, puis qui est devenu écologiste et anarchiste, et qui a imaginé le confédéralisme démocratique ou le municipalisme libertaire, qui est une manière de s'organiser autrement, de manière très démocratique, fédéralisme ou confédéralisme qui part de la base et monte vers le sommet avec une égalité totale homme-femme, etc. Paradoxalement, ces idées qui étaient théoriques se sont mises en place à deux endroits du monde, et c'est au Chiapas et au Rojava, dans des pays du tiers-monde où la situation était beaucoup moins confortable qu'ici en Europe. Et donc on a vu se développer, là au Chiapas et au Rojava, des modes de gestion collective, de vivre ensemble différents. Mais comme d'habitude, ces modes de gestion assez anarchistes sont menacés par des voisins. Et au Rojava notamment, vous savez que le président turc Erdogan a décidé leur mort et peu à peu essaye de les détruire. Mais ça continue à vivre, ça continue à exister, et c'est une différence, un système différent qui en fait rêver beaucoup. Dernière voie que nous essayerons de discuter ensemble, c'est la logique des communs. Vous savez que avant l'ère capitaliste, beaucoup de parts du territoire étaient gérées en commun par des communautés de paysans, et les prairies, les bois, les espaces étaient gérés en commun, en partageant. Certains Harding a dit que c'était une tragédie parce que certains essaieraient d'en profiter aux dépens des autres, alors que ce n'était pas du tout vrai. Cette gestion en commune est une gestion réfléchie, et des exemples. Cette année, j'étais me promener dans les Dolomites et j'ai découvert un pan de montagne où, avec la regola feudale, la règle féodale, depuis 7 siècles, tout un pan de montagne est géré en commun, continue à l'être, et ça marche très bien. Les pelouses d'alpage sont partagées, les forêts sont gérées en commun, et c'est un endroit qui a résisté à ce qui s'est passé partout ailleurs, c'est-à-dire la logique qui a débuté en Angleterre, des enclosures, où des propriétaires ont peu à peu
eu la propriété privée des terrains et les ont exploités avec des travailleurs dessus. Le début du capitalisme, selon les experts, ça n'était pas un capitalisme industriel, mais un capitalisme agricole où certains ont imaginé des règles de faire travailler et de manière plus efficace les gens sur leur terre pour évidemment en retirer un maximum de profit. Et donc, certains imaginent revenir à ces communs, c'est pas facile, et paradoxalement, c'est dans un domaine que certains n'aiment pas beaucoup, le numérique, que les communs sont un peu revenus. Et une série d'informaticiens de haut vol ont lutté contre les logiciels propriétaires qu'on essayait d'imposer sur le marché et ont développé des systèmes open source. Et à partir de ça, se sont développées toute une logique de on va mettre en commun et en libre accès, de manière régulée, des programmes informatiques ou du savoir. Par exemple, Wikipédia, je suppose que la plupart d'entre vous s'en servent quand on a quelque chose à chercher, on va sur Wikipédia, qui est une encyclopédie numérique, mais gérée en commun et avec des règles bien précises, et on ne fait pas n'importe quoi, et c'est vérifié que n'importe quel farfelu ne met pas des bêtises sur Wikipédia. Donc, c'est une logique des communs qui s'est développée là dans le monde numérique, et dont aujourd'hui certains disent, mais on doit essayer d'étendre ça à d'autres secteurs. Comme toujours, c'est souvent des Belges qui sont les plus grands explorateurs, et Michel Bauwens notamment, qui était un spécialiste de l'informatique, maintenant travaille sur la ville de Gand, qui par hasard, je ne sais pas pourquoi, a vu fleurir une centaine de comités, de groupes, qui chacun de leur côté crée des choses, et Michel Bauwens, un peu en théoricien, dit comment est-ce qu'on va mettre ensemble tous ces gens-là dans une logique du commun. Et donc, ils ont écrit un petit manifeste, un petit livre manifeste récemment, où ils donnent leurs espoirs avec un optimisme modéré, mais quelque part, ils disent on va, grâce à toutes ces expériences, si elles se multiplient, si elles se mettent en réseau, si elles travaillent avec les pouvoirs locaux, qui seraient non pas ceux qui dirigeraient la chose, mais qui seraient des pouvoirs publics partenaires, on pourrait, c'est leur mot, subordonner le capitalisme. Et je reprends leur mot, et l'obliger à desserrer le taux dans lequel il étouffe toute tentative d'échapper à ces dictats. Donc, par le biais des communs, certains imaginent effectivement de créer ce réseau d'initiatives qui, aujourd'hui, qu'elles sont encore embryonnaires, se mettraient ensemble, se connaîtraient. J'ai discuté avec Michel Bauwens, j'ai dit oui, il y a un Ripper Café dans tel quartier, peut-être dans l'autre, et ils ne se connaissent même pas. Et lui, son rôle, c'est de les mettre en lien. Et par exemple, aussi, une des alternatives qui se met en place un peu en lien avec les initiatives de transition sont les circuits courts des paysans qui essaient de vendre leurs produits dans l'environnement. Et grâce à des groupes de consommateurs qui s'auto-organisent, vous connaissez les groupes d'achat en commun, etc. Et bon, j'ai été voir les gens d'artisans paysans près de Namur, à Floref, et ils ont créé aujourd'hui un espèce de réseau où il y a 17 GASAP, comme ça, groupes d'achat des paysans, qui commencent à se coordonner à travers. Donc il y a une logique de mise en réseau d'alternatives. Et donc, ce dont on va discuter aujourd'hui, et je m'arrête de parler, c'est est-ce que vous croyez que ces initiatives, c'est gentil, c'est des bisounours qui croient qu'ils vont changer le monde, mais quand ils deviendront trop ennuyeux, le pouvoir va leur mettre des bâtons dans les roues et les empêcher de vivre, ou bien c'est peut-être quelque chose à soutenir, ou est-ce qu'il faut que ces gens-là soient coordonnés, mais se coordonner comment? Et là, il y a aussi des tensions entre ceux qui disent oui, mais enfin, ils sont bien gentils, mais ils n'ont pas de vue à long terme, de vue de la société qu'il faudrait construire à la place de celle qui existe. Donc il faut quelque part une avant-garde éclairée qui les dirige. Et puis ceux qui sont sur le terrain qui disent non, nous on ne veut pas de ces gens-là, on veut s'auto-organiser dans une logique plus anarchisante, d'autonomie locale. Donc il y a des tensions. Comment trouver les moyens de
travailler ensemble sans que ce soit trop dirigé. Voilà les questions que nous nous posons et pour lesquelles nous avons envie de discuter. Parmi ces hypothèses que j'ai avancées, il y a celle de municipalisme, dirais-je, pas encore libertaire, mais enfin par les moyens traditionnels de la politique, au niveau de certaines communes, avoir plus de pouvoir et essayer de changer les choses. Et là, Pierre, qui réfléchit à ça, développera sans doute un peu tout de suite, Pierre, oui, la logique de, au niveau local, comment changer la politique. Et je crois que Pierre est spécialisé plus dans les villes que dans les campagnes. Donc il va nous expliquer ça. Je ne sais pas si je suis spécialisé, mais j'habite en ville en tout cas. Voilà. Oui, je voulais dire quelques mots effectivement sur le municipalisme. C'est pas pour ôter le débat sur les différentes questions, mais il y a quelque chose quand même de renaissance sur la question municipale depuis quelques années. Alors le municipalisme en tant que tel, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'ancien. Alors il y a des expériences anciennes qu'on connaît tous, le Chiapas, Marina Leda en Espagne, je crois qu'on a été beaucoup à voir documenté ça. Donc il y a des gens qui depuis un certain temps essayent à l'échelle locale de changer un peu plus que juste la vie locale. Mais il y a clairement quelque chose qui est en train de renaître et à différents endroits, en fait, avec des natures différentes. Tu as cité la Syrie avec Rojava. Moi je voudrais citer quelques autres exemples. Les États-Unis, si c'est étonnant que ça puisse paraître, mais depuis 2013, notamment il y a une série de communes. Moi je pense à celle de Jackson au Mississippi, avec un maire qui s'appelle M. Lumumba, ça ne s'invente pas, et qui est un peu issu des courants noirs socialistes, issu de courants Malcolm X, etc., qui a mis des choses en place. Mais il y a une série d'autres villes, Berkeley, par exemple, Philadelphia aussi aux États-Unis, où des choses différentes se font. Ça, c'est depuis 2013. 2014, il y a Grenoble, c'est quand même un exemple qui est connu et discuté. Et puis 2015, il y a une vague vraiment importante en Espagne, où là, c'est pas une ville, c'est plusieurs villes, quoi. Alors, il y a Barcelone, dont on parle tous, mais il y a aussi Madrid, il y a Saragosse, il y a Cadix, il y a Valence. Donc, c'est beaucoup de villes qui basculent avec des majorités différentes, qui sont assez invariablement soutenues par des formations politiques de gauche, mais qui sont très souvent émergentes. Barcelone, c'est très connu pour ça, de mouvements citoyens sur des combats particuliers. Ada Colau, la maire de Barcelone, elle est issue du mouvement contre, c'est un truc qui était très fort à ce moment en Espagne, les expulsions de bâtiments, de leur logement, d'une série de personnes qui n'étaient plus payer les dettes, où elle trouvait qu'entre le droit au logement, parce que c'est un droit constitutionnel, et le fait de rembourser des banques qui avaient par ailleurs spéculé pas mal sur le fait de vendre des bâtiments, il y avait un choix qui était à faire. Soit, ça c'est quand même des choses qui se passent. Et est organisé par exemple à Barcelone, il y a quelques mois, enfin l'année passée, ce qu'ils ont appelé Fearless Cities, donc les villes qui n'ont pas peur, un rassemblement avec 180 villes, comme ça, venant d'un peu partout, de ces villes qui sont des villes en résistance par rapport à la société à laquelle on est. Au moment même où on parle, il y a une édition un peu similaire qui se passe aujourd'hui à Grenoble. Voilà, donc il y a quelque chose quand même qui bouge et qui est important, et je voulais parler de ça. Et alors, il y a aussi des gens qui ont des bouquins qui ont un certain succès. Je ne sais pas si vous connaissez Jonathan Durand-Folco, qui a écrit À nous la ville. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. C'est un chouette bouquin aussi sur la question du municipalisme. Il y a un courant qui est là et qui est assez présent, et je voulais un peu évoquer en quoi il me semble intéressant et de quoi il émerge. Alors de quoi il émerge, moi ça me semble assez clair, c'est ce que tu as évoqué, c'est l'échec du fait de changer la société, de renverser le capitalisme à une échelle globale. Je pense qu'un certain nombre de personnes se disent aujourd'hui, en tout cas sur le court terme, ça semble compliqué. Qu'il y a une puissance médiatique, il y a une puissance économique, il y a même une puissance militaire opposée à des transformations profondes, qui est quand même assez présente, et les expériences de renversement de société démocratique se sont comme assez invariablement vues arrêtées assez violemment. On pourrait parler du Chili, mais d'autres, hein, ça remonte assez loin. Soit, il y a cette idée-là. Il y en a peut-être une autre aussi qui est présente. Alors ça ne fait pas plaisir à tous les syndicalistes d'entendre ça, et moi je défends profondément le mouvement syndical. Mais il y a aussi l'idée que changer la société à partir de son lieu de travail, qui est quand même la naissance des coopératives, il y a toute une série de choses qui ont forgé le mouvement ouvrier et qui ont forgé le socialisme au sens générique du terme, qui sont issus de nos lieux de travail. C'est là qu'on a commencé à se rendre compte du fait que la société n'est pas égalitaire et qu'on a voulu la changer à partir de là, à partir de notre lieu de travail. Ça ne fonctionne pas très bien non plus, c'est très compliqué. C'est-à-dire, grosso modo, les grandes entreprises dans lesquelles on avait pu avoir des délégations syndicales importantes, qui étaient à la fois des lieux d'émancipation, d'apprentissage, de création de coopératives,
des lieux où on créait des outils qui nous permettaient de vivre autrement. La coopérative, c'était quand même ça, c'était acheter autrement, se loger autrement. Ces grandes entreprises ont été pulvérisées, sont mondialisées, sont financiarisées. Une entreprise aujourd'hui, c'est un lieu de travail dans lequel il y a très généralement 20 ou 30 entreprises différentes qui travaillent avec des sous-traitants, etc., avec des conditions de travail différentes. Et cette réalité explosée, elle est vraie. On peut en parler même dans nos services publics. Si on prend une intercommunale ou si on prend des services publics aujourd'hui, très souvent, il y a des sous-traitants avec des conditions de travail différentes. Le célèbre cas Netis, on en a parlé beaucoup à Liège. Netis, on a encore les anciens qui sont dans Publifin, qui avaient encore des conditions de travail à 36 heures semaine, par exemple. Et puis on a fait une nouvelle structure à côté, Netis, dans laquelle les gens travaillaient 38 heures, n'étaient pas payés de la même façon, etc., etc., etc. Donc cette logique d'exploser sur le lieu de travail les conditions dans lesquelles on est, outre le fait que la fonction qu'on y occupe peut aussi créer ça, elle affaiblit assez fortement la capacité syndicale à utiliser l'entreprise comme lieu à partir duquel on peut s'émanciper. Et puis, la notion de travail en tant que telle qu'elle est conçue aujourd'hui à la société, où grosso modo le productivisme, la manière de presser le citron du travailleur ne l'ouvre pas non plus à avoir de la disponibilité en dehors de son temps vendu à son travail pour à travers son lieu de travail, penser à une société différente et créer une société différente à partir de là. Je ferme la parenthèse. Et donc, il me semble que pour une série de personnes, l'idée qu'on doit repartir de ce qui nous lie à l'autre, en dehors de notre espace de travail, pour changer la société, elle est de plus en plus prégnante. Et la commune, et la ville singulièrement, et on est nombreux à vivre dans les villes, et on va être, les dynamiques vont être ça, de plus en plus nombreux à vivre dans les villes, les 3/4 de l'humanité vont vivre dans les villes assez rapidement, on en a à la moitié plus ou moins aujourd'hui, je pense, de gens qui vivent dans des grandes villes. La ville a dans les mains une série d'éléments importants pour changer la façon dont on est relié à l'autre. Je voudrais en citer juste quelques-uns pour voilà. Et vous allez voir que ces thèmes sont aussi des thèmes sur lesquels on retrouve des tas de collectifs qui se mettent à lutter pour changer la société. Et donc, ce que j'ai expliqué, que des émergences comme Barcelone, c'est l'émergence de combats sociaux spécifiques sur des thématiques qui se coalisent jusqu'à entre guillemets, prendre le pouvoir dans la ville où ils sont nés, où ils sont exprimés, à mon avis, c'est quelque chose qui est lié aux thématiques qui, de fait, sont des prérogatives communales. La première question, c'est le logement, je l'ai évoqué, donc j'y reviens pas. C'est clair que la commune, notamment à travers le logement social, à travers la politique sur les immeubles inoccupés, je prends mon cas, Liège, aujourd'hui, alors qu'on avait 10% de logements sociaux, on en a un peu plus de 6%, on a 3000 familles qui sont en attente de logement social, et dans le même temps, on a 3000 immeubles inoccupés laissés dans la ville. Voilà. Comment est-ce qu'une ville prend ça en main? Qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ça? C'est une problématique différente de celle de Barcelone, où là c'était des expulsions, mais c'est une problématique importante. La deuxième question qui est encore plus claire, c'est notre logement dans son environnement, c'est-à-dire c'est la question de l'aménagement du territoire. C'est une chose sur laquelle la ville a beaucoup de choses à dire. Je pense que quand on vit dans une 4 façades avec des clôtures autour, ou si on vit dans un habitat collectif avec un espace vert au centre, ou même pas collectif, mais des petites maisons avec un habitat, un lieu de socialisation au milieu, on n'a pas le même rapport à l'autre, clairement, voilà, le 4 façades versus ça. Donc la question de l'aménagement du territoire, c'est une question aussi de notre rapport à l'autre, comment on vit avec les autres. La question de la mobilité et la qualité de l'air, je ne sais pas si vous savez, mais on a eu le recul de l'espérance de vie en bonne santé. Maintenant, en Belgique, là, le dernier rapport montre ça, on est simplement au recul de l'espérance de vie. Punt. On en est à un stade où on régresse en termes d'espérance de vie, et c'est quand même quelque chose qui dit quelque chose. Et là, le premier facteur par rapport à cette régression, c'est évidemment la qualité de l'air, l'environnement dans lequel on vit. Les villes ont beaucoup à dire. En théorie, si on est nombreux à vivre au même endroit, on peut trouver des manières collectives de se déplacer, des manières plus intelligentes de se déplacer que si on vit à 40 km de toute vie et qu'on n'a que la voiture comme moyen de locomotion. La question de l'alimentation, là on retourne à une espèce d'historique. Les ceintures vivrières à l'extérieur des villes, tu as cité l'exemple ici à Namur, mais à Liège on a aussi une ceinture alimentaire, il y en a une à Charleroi, enfin maintenant renaît partout cette réflexion de recréer une interface entre le pourtour de la ville et la ville pour recréer de l'alimentation relocalisée, de qualité, accessible à tous. Enfin, pour le débat, la ville a beaucoup de choses à faire par rapport à ça, aussi notamment parce qu'elle sert beaucoup de repas dans ses écoles, quand les villes ont dans les écoles, dans des homes, dans toute une série de structures liées au CPS pour des personnes à revenus modérés, voire très faibles. Voilà, la ville a un rôle à jouer. Alors je l'ai évoqué déjà maintenant, la question de l'enseignement, quand même c'est la base de beaucoup de choses que la façon dont on enseigne à nos enfants. Je prends l'exemple de Liège à nouveau, je viens de Liège, mais comme ça vous le saurez. Il y a un projet qu'on appelle des pédagogies actives, c'est-à-dire des projets où on fait de l'apprentissage de façon collaborative et pas de façon compétitive. Ça, c'est un rapport tout à fait différent à l'apprentissage que d'apprendre comme ça. Une ville qui fait le choix de faire des apprentissages comme cela, évidemment, est une ville différente. Une ville qui fait le choix
de l'égalité de la façon dont elle gère son enseignement, évidemment une ville qui a un rapport très différent et qui construit, qui aide à grandir des citoyens différents. Et un dernier qui est évidemment central, c'est la question des services publics. C'est la question de la remunicipalisation des services publics, c'est-à-dire la question de la défense des services publics à une échelle différente que l'échelle nationale. Ça semble compliqué maintenant, un certain nombre de cas, les règles européennes, etc., de protéger une série de secteurs à des échelles grandes. Ça peut être possible à des échelles locales de manière plus simple. Alors c'est la question de l'eau, c'est la question de transport, c'est la question de l'électricité, c'est la question des médias, je parlais de Netis. Il y a une manière différente de gérer des médias, suivant qu'on est privé ou public. Voilà, ça c'est toute une série de questions que je voulais évoquer. Alors, remunicipalisation, là, ça ouvre la question des intercommunales. C'est pas toujours que dans une commune. Ça peut être une commune et c'est pour tour, ça peut être une série de communes, c'est des bassins de vie. Liège, 200 000 habitants. Le vrai bassin de vie, c'est 500, 600 000 habitants. Et on peut trouver ça pour d'autres communes aussi. Donc, il y a parfois sens à gérer ça avec quelques communes entre elles. Réfléchir au fait qu'on veut réutiliser ces outils, c'est une première chose. Évidemment, c'est les utiliser de façon différente. Et donc, il n'y a pas seulement à avoir des clés à la question communale, il y a la question de savoir est-ce que ça ouvre une possibilité différente de les gérer. Et là, à nouveau, il me semble, il semble aux gens qui défendent l'idée municipaliste que c'est le cas. Qu'il y a des choses qui sont plus facilement faisables à une échelle locale. La première, c'est la question de la qualité démocratique. C'est la question de l'interface entre le lieu de décision et les citoyens au sens générique. On a la possibilité de créer sur des bassins de vie de 10-15 000 habitants des lieux où on fait du tirage au sort, des lieux où on fait des budgets participatifs, qui ne sont pas une fin en soi, qui sont des outils. Des lieux où on fait de la délibération en assemblée et des lieux où les décisions qui sont prises à une échelle locale sont appliquées à une échelle supérieure. Ça, c'est les premiers outils qu'on a à disposition. Tu as évoqué la question des communs, je pense qu'on doit les réfléchir comme des outils aussi qui peuvent se gérer à l'échelle d'une commune. Le cas de Liège, je ne sais pas si Patrick est ici aussi dans notre atelier, mais il y a la question des CPS et propriétaires de pas mal de terrains. Il peut imaginer de mettre ces terrains à disposition sous forme de commun, c'est-à-dire pour des gens qui voudraient avoir des projets sur le terrain mais qui n'ont pas l'argent pour avoir du terrain à disposition. On dit la propriété du terrain n'est pas le centre de la réflexion. Nous, on le met à disposition pour faire ça avec demain. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que je pense que le but c'est d'avoir une discussion entre nous. Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'il semble qu'il y a véritablement un mouvement de réflexion à travers comment les villes, et elles réfléchissent à se mettre en réseau dès le début. J'expliquais ce qui s'est passé avec Fearless City à Barcelone, ce qui se passe aujourd'hui à Grenoble. Comment à partir des villes, on peut, en guillemets, changer le monde. Alors ce n'est pas sans contradiction non plus, il n'y a pas de solution idéale. On sait, par exemple en Belgique c'est assez prégnant, que les communes, que les structures locales sont massivement sous-financées. Et donc, le fait de vouloir changer les choses à l'échelle locale fait qu'on ne peut pas s'extraire évidemment d'une réalité économique extérieure. D'ailleurs, comment est-ce que les communes se financent aujourd'hui? Ça, c'est un véritable débat. Mais là aussi, il y a sans doute des choses à inventer. Je suis de Liège, donc dans l'air ardent, je ne suis pas le seul. Une des propositions qu'on met en avant, nous, c'est la question de l'épargne locale. C'est comment est-ce qu'on peut recréer des caisses publiques d'investissement au niveau local qui vont permettre demain aux communes éventuellement de retrouver des moyens pour faire des choses à l'échelle locale. On voit que des gens mettent beaucoup, c'est notre cas, je crois que beaucoup d'entre nous, on est coopérateurs de toute une série de coopératives, de choses qu'on défend. Si demain on avait une espèce de banque locale qui dit, voilà, on met de l'argent, on va créer du logement public, pas du logement social uniquement, du logement public, ça veut dire un loyer un peu plus modéré, où on va pouvoir le vendre à un prix en dessous du prix du marché, etc. C'est ce qu'on veut faire comme objectif pour avoir une maîtrise foncière, pour ne pas laisser demain les prix de l'immobilier exploser sur notre commune. On sera un certain nombre à dire, ok, on préfère mettre notre épargne là-dedans que de la mettre dans une banque pour qu'elle parte en fumée. Dans le prochain 2008, on va fêter les 10 ans bientôt de la dernière crise financière.